Web. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirous et Nicolas Corato. Le verdict en première instance a été rendu en fin de matinée dans l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy a été condamné à 1 an de prison ferme sous le régime de la surveillance électronique, plus que les réquisitions qui étaient de 6 mois ferme, même à faire appel. Jérôme Lavrieux, directeur adjoint de la campagne de Sarkozy en 2012, a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 fermes. Des peines qui peuvent paraître faibles si on lit le jugement qui parle, je cite, de fraude au regard de son montant et de la qualité des auteurs d'une gravité sans précédent. Pourtant, d'autres qualifient la peine de lourde, d'où notre grand débat. Big Malion, la justice est-elle complaisante avec les politiques? Et pour le moment, vous êtes 78% à dire oui. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Avec nous, Carbon de 16, avocat pénaliste, bonsoir. Bonsoir monsieur. Est-ce que, vu la gravité des faits qualifiés de sans précédent dans le jugement, le commun des mortels peut comprendre qu'il n'y ait pas une peine de prison ferme? Oui, je pense que le commun des mortels peut comprendre qu'il n'y ait pas des peines de prison ferme avec mandat de dépôt à l'audience, parce que là, il y a parmi des peines qui ont été dictées, certaines qui seraient applicables si elles devaient être exécutées immédiatement. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut considérer ce verdict à l'aune, 1, de la jurisprudence habituelle dans la matière financière, et 2, au regard de l'ancienneté des faits. C'est-à-dire que la justice passe 9 ans après les faits incriminés, c'est-à-dire que de toute façon, sa décision est difficilement lisible. 9 ans après, plus personne ne se rappelle, sauf les gens qui sont très initiés de la matière, précisément la campagne présidentielle qui a conduit à l'élection de Nicolas Sarkozy. Et deuxièmement, je pense, moi, que le verdict n'est pas si clément que ça au regard des décisions habituelles, précisément parce qu'il y a des peines de prison qui planent au-dessus des condamnés, ce qui est peu habituel en la matière, où on considérait qu'au fond, c'était un système de fonctionnement de la Ve République sur lequel on pouvait bien passer. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel lui-même ne l'a-t-il pas fait en son temps concernant les comptes truqués de la campagne de Jacques Chirac? Philippe Bilger. Quel paradoxe de demander à un avocat même brillant si la justice n'a pas été trop faible. Mais sérieusement, en arrivant lors de la pause, Philippe, j'ai entendu des politiques se plaindre du fait que cette sanction était trop sévère. Et dans votre interrogation totalement justifiée, vous vous demandez si la peine n'a pas été assez dure. Ce qui montre que d'une certaine manière, sur le plan des principes, la sanction qui est prononcé à l'encontre de l'ancien président est équilibré. J'ajoute que le bracelet électronique, bien sûr, peut apparaître comme une mesure indulgente par rapport à l'incarcération, mais elle a tout de même une tonalité très largement humiliante. Il me semble qu'une fois qu'on admet que c'est une avancée de la démocratie que de soumettre l'ensemble des pratiques politiques, dès lors qu'elles posent des problèmes de transgression à la justice, il me semble qu'il n'y a pas de quoi s'indigner, ni de quoi, évidemment, se réjouir. C'est une décision qui fait honneur, me semble-t-il, à la justice et à la démocratie. Carbon de 16. Oui. Écoutez, je ne crois pas qu'on ait des positions si éloignées que ça. Et un avocat général, aussi brillant fut-il, ne pouvait pas dire autre chose. Donc, je crois, si vous voulez, que ce qu'il faut bien lire à travers ce verdict, c'est en réalité, il s'inscrit dans un climat actuel, délétère, des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, et pour parler plus clairement, entre la magistrature et le monde politique. Et les échéances qui viennent ne sont pas neutres dans le rappel de la faculté d'un pouvoir de nuisance. C'est-à-dire de dire très clairement, ne méprisez pas les magistrats, car les magistrats ne vous oublieront pas. Et d'ailleurs, à cet égard, ce que vient de dire Philippe Bilger est particulièrement révélateur de ce que je pense de la portée de cette décision. Qu'est-ce que vient de vous dire Philippe Bilger? Que le bracelet électronique n'avait d'autre portée que la seule vertu vexatoire. Et par conséquent, il s'agit bien d'envoyer un message au monde politique en disant « Attention, nous sommes en mesure de vous humilier si vous venez à l'esprit la tentation vous-même de nous humilier ».
Lydia Guirousse. Oui, je partage en effet. Et puis bon, pour être totalement transparente, puisque la transparence est quand même à la mode et de mise, je rappelle que j'ai été porte-parole de Nicolas Sarkozy à nos auditeurs. Donc vous n'êtes pas coupable par contagion. Je ne suis absolument coupable de rien, mais je voulais c'est l'avocat général qui le dit en plus. Je voulais le rappeler parce que j'estime que c'est important, puisque moi j'ai un attachement pour Nicolas Sarkozy. Que tout le monde connaît, et je trouve que en effet il y a une forme d'humiliation à mettre ce bracelet électronique. Je trouve que le symbole est très violent. Il y a un côté sans doute peut-être un peu d'acharnement, sans doute que c'est lié à des propos qu'avait tenus Nicolas Sarkozy à l'endroit des magistrats, en parlant d'eux comme de petits pois. Alors sans doute ont-ils de la mémoire, mais j'ai l'impression qu'il y a des relations qui sont de plus en plus tendues entre le monde judiciaire et le monde politique, avec une volonté de l'un de rappeler le pouvoir qu'il peut avoir sur l'autre. On se rappelle notamment d'Agnès Buzyn avec la Cour de justice de la République et d'autres affaires. Donc voilà, je trouve qu'il y a un climat qui est assez inquiétant. Carbon 216. Oui, je partage là encore cette opinion, qui est le prolongement de ma réflexion. Si vous voulez, ce qui est intéressant dans le postulat de votre émission, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une clémence des juges, vous voyez bien à travers les différents commentaires que nous vous livrons les uns et les autres, que en l'état de ce dossier, il n'y a pas dans l'esprit des praticiens du droit et des praticiens du monde politique une clémence particulière. Pourquoi ? Parce qu'on assiste là à une tendance qui est en train d'aller vers plus de fermeté de la part de la justice financière. C'est-à-dire qu'avant, on considérait qu'il s'agissait d'un monde qui avait des usages particuliers et qu'au fond, l'insuffisance de la législation en matière de financement des partis politiques et des campagnes électorales justifiait ces usages dérogatoires à la loi pénale. Et aujourd'hui, la justice change et vient rappeler, et d'ailleurs, quand on lit les dispositifs du jugement, ils sont très largement empreints d'un souci éthique, et vient rappeler que la confiance que peut placer le citoyen dans ses élus est fonction du respect par ses élus d'une législation parcimonieuse mais rigoureuse, et que par conséquent y déroger expose, comme le commun des justiciables, à des sanctions. Mais on en revient quand même à cet éternel problème, c'est la pédagogie de la sanction quand elle intervient 9 ans après les faits. Nicolas Corato qui a écrit grande plaidoirie et grand procès. On ne sait pas si c'était Big Balliou ou une grande plaidoirie et un grand procès. Mais justement, je profite de la présence de Maître Carbon 216 que j'écoute toujours avec beaucoup d'attention. C'est très bon pour l'hygiène intellectuelle. Justement, en termes de pédagogie, la question c'est quand même comment est-ce que l'opinion publique ressent ce procès. Et au-delà du commentaire du délibéré que je ne veux pas poursuivre, ou même de l'analyse juridique qu'on peut en faire, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des femmes et des hommes politiques qui, depuis en plus quelques mois, mais ce n'est pas nouveau, sont dans la surenchère en termes de réforme de la justice, alors qui nous expliquent qu'il faut que les peines soient automatiques, que le procureur pourrait prononcer des peines, et qui finalement vont avoir du mal à commenter la supposée sévérité de telle ou telle sanction une fois qu'ils y sont confrontés, puisque d'une certaine manière, ils nous expliquent que tout ça, pour les autres, c'est pas assez sévère, c'est pas assez rigoureux, c'est plutôt laxiste. Donc, comment est-ce qu'on fait interpréter et analyser par l'opinion publique un tel délibéré ? Carbon 216. Évidemment, c'est la bonne question. Et c'est une question d'autant plus aiguë qu'il y a une petite musique actuellement qui tend à faire croire aux citoyens que la justice est éminemment politique et que le syndicat de la magistrature ne rend des verdicts qui ne sont dictés que par leur dogme de gauche et non pas par le souci du respect des règles applicables dans un état de droit. C'est évidemment l'immense débat, si vous voulez, revient à la classe politique qui se complaît pour diminuer la portée des condamnations dont elle est victime à remettre en cause la crédibilité des auteurs des décisions de justice, c'est-à-dire
qui met en cause l'impartialité de la magistrature, eh bien, lui revient comme un boomerang aujourd'hui les décisions de justice. Et d'ailleurs, fleurit actuellement sur les réseaux sociaux, illustration du propos de M. Corato, le fameux message de Nicolas Sarkozy qui se disait fermement hostile à tout aménagement de peine, au-delà pour des peines dépassant les 6 mois. Eh bien, aujourd'hui, l'opinion publique, à travers les réseaux sociaux et la résurrection de ce tweet, vient rappeler à la classe politique qu'effectivement, quand elle se mêle d'apprécier, et souvent à contretemps, parce qu'il s'agit simplement de l'application des lois qu'elle a elle-même votées, quand elle se mêle d'apprécier le travail des juges, eh bien, parfois, ça peut sonner cruellement parce que les projecteurs viennent braquer une lumière cruelle sur les propos qu'ils ont pu proférer. Direction le 0826 300 300, direction Marseille. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, merci de la courtoisie de me prendre en ligne. J'espère que le téléphone ne coupera pas. Ah bah non, c'est très bon. Là, vous êtes arrêté, il n'y a pas de souci. Malheureusement, non. Je suis là, on roule au pas, on roule au pas. Alors, en ces cas-là, je ne peux pas vous prendre parce que si vous avez un accident, malheureusement, nous sommes responsables. Donc... Alors, écoutez, il y a une aire à croire que c'est fait exprès. Je vais m'arrêter en warning dans 50 mètres, même pas, ça y est. Alors, dites-nous que vous êtes arrêté. Alors, si vous êtes arrêté, là, ça va, 50 mètres, on s'arrête vite, on vous écoute. Voilà, écoutez, je me suis permis d'intervenir parce que en fait, la question à laquelle j'ai voulu réagir était la suivante. Ça y est, j'ai mis les warnings. Est-ce que la justice est complaisante avec les hommes politiques? Bien évidemment, oui. Répondre non, ce serait d'une immense naïveté. Comme je disais au standard avec la personne avec qui j'ai discuté, je me suis amusé il y a quelques mois à faire juste un relevé, ça vaut ce que ça vaut. Mais en fait, les infos pour les auditeurs ou vous-même, si vous avez un smartphone dans les mains, vous pouvez faire la recherche en direct. Vous allez taper simplement sur Google affaires politico-financières, juridiques, vous le formulez de la manière que vous le souhaitez et vous regardez le lycée sur les 45 dernières années. La quantité est pharaonique. Quand je vous dis pharaonique, c'est pharaonique. Pour vous donner le chiffre, moi je me suis amusé à le faire sur 45 ans et ensuite j'ai divisé par 45. Je suis tombé à une moyenne de plus de 200 affaires politiques par an. Sur les 200 affaires par an multipliées par 45 ans, 5 à 6 hommes politiques ont été condamnés, dont un est mort. De la prison. Donc voilà, aucun d'entre eux n'a fait de la prison. Hein. Ah si, il y en a qui ont fait de la prison. Carignon a fait de la prison, Boucheron a fait de la prison, Jacques Médecin avec la prison, Michel Noir a fait... Non, Michel Noir n'a pas fait de prison. Balkany a fait de la prison. Ah oui, bon, Balkany. Alors, parlons-en de Balkany, de Noir, mais pour vous justement, parce que ça... Frédéric, moi, je pense... Oui. Très court, parce que ça réagit beaucoup. En fait, il y a 2 poids 2 mesures. Je vais avoir une discussion de PMU et je vous présente mes excuses. Mais vous prendrez l'exemple du jeune homme, l'idiot, qui a mis une gifle à Macron. Comparution entre guillemets immédiate, les gilets jaunes, comparution immédiate, une procédure de Sarkozy 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 1 an. Moi, si je m'amuse avec ma société à sortir 50 000 €, je ne vous parle même pas des conséquences. Là, on parle de dizaines de millions d'euros de dessous de table, etc., etc. Mais là, on parle de Sarkozy parce que c'est le sujet. Mais la totalité des hommes politiques, on se souviendra de Chirac. Pas tous, mais certains, il y a eu des affaires, il y a eu les HLM de la mairie de Paris. Alors, merci Frédéric, on va faire réagir Carbon de 16 et on va repartir au 0826 300 300. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Frédéric Carbon de 16? Philippe Bilger, rapidement, parce que quand même, on dit, c'est vrai, moi si je suis entrepreneur, je pique 50 000 balles dans ma trésorerie, je vais vraiment en prison. Il me semble que les comparaisons de notre ami auditeur ne sont pas très pertinentes parce qu'elles mettent en parallèle des procédures radicalement différentes. Mais juste un mot sur Maître Carbon de 16 et Lydia. Les petits pois, c'était au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, nous ayons un véritable affrontement délétère entre justice et politique. Au contraire, et sans paradoxe, il me semble que les choses s'apaisent, tout simplement parce qu'on a déjà vu Nicolas Sarkozy condamné pour d'autres choses, que la présomption d'innocence a forcé filoche et que lui-même a compris qu'il était très mauvais de s'en prendre au juge. Alors, je ne crois plus aujourd'hui qu'il y ait 2 poids 2 mesures. Je pense qu'il y a un grand progrès démocratique. Carbon de 16, rapidement, et on repart au 0826 300 300.
Eh bien, je suis intimement convaincu du contraire. Je crois que le problème ne réside pas dans la fameuse malheureuse phrase sur les petits pois, mais beaucoup plus profondément dans la volonté qu'avait eue le président Sarkozy de supprimer le juge d'instruction. Et ça ne lui sera jamais pardonné. C'est faux. On part au 0826 300 300. On était à Marseille. On va un peu plus à l'ouest, direction Montpellier. Bonsoir, Eric. Oui, bonsoir. Je vous appelais pour réagir par rapport à vos intervenants. Il y a un avocat, un ancien magistrat et un porte-parole de Nicolas Sarkozy. Non, ex-porte-parole de Nicolas Sarkozy. Et un communicant politique. Voilà, donc ils voient ça uniquement sur l'aspect juridique. Ils débattent sur l'aspect juridique. Moi, je vois ça pas du tout comme ça. Moi, je vois ça comme étant un vol de la démocratie. J'ai une question à poser. Est-ce que Nicolas Sarkozy aurait été élu s'il n'avait pas doublé ses comptes de campagne? Il a fait des meetings. Alors ça, c'est l'année où il a perdu. Excusez-moi, c'est l'année où il a perdu contre François Hollande. Oui, d'accord. Mais est-ce que ces meetings somptueux qu'il a fait, pour moi, c'est un scandale, quoi. Alors, c'est un justement, vol de la démocratie. Eric, on n'a plus beaucoup de temps. On vous remercie beaucoup. Je vais faire réagir nos invités. Quand les comptes de Balladur en 95 ont été validés par le Conseil constitutionnel, présidé à l'époque par Roland Dumas, alors que tout le monde savait que les comptes étaient faisandés, est-ce que le Conseil constitutionnel n'a pas ouvert une grosse boîte de Pandore? Nicolas Corato et Lydia Guiros. Il y a quelque chose de choquant dans cette histoire politiquement, globalement. C'est qu'on a d'un côté des comptes de campagne qui sont validés par les autorités qui sont légalement instituées pour les contrôler. Je pense notamment à la Commission nationale des comptes de campagne qui a validé les comptes. Et puis ensuite, une affaire judiciaire qui vient dire le contraire, d'une certaine manière, puisqu'on apparaît un dépassement et un système de falsification, d'une certaine manière, pour cacher ce... Il y a un problème. Alors, le problème, il est soit chez les juges, il est soit dans les autorités administratives qui sont censées contrôler, mais il va falloir à un moment qu'on sorte de cette ambiguïté. Et moi, je le rajoute, puisqu'on parle pas uniquement de droit, mais de politique, je trouve le système du plafonnement des comptes de campagne parfaitement absurde. Et je pense que il faudrait qu'on ait le courage aussi de sortir de cette ambiguïté et de cette hypocrisie. Le mot de la fin à Carbon de 16. Oui, je rejoins tout à fait Nicolas Corato. Nous sommes dans une législation tout à fait hypocrite et qui conduit à ce type de situation. Juste un mot technique. Simplement, il y a une différence entre les pouvoirs d'investigation dont disposent les autorités administratives indépendantes et celles dont dispose fort heureusement le juge d'instruction. Et heureusement, les magistrats ont un pouvoir d'investigation beaucoup plus étendu. Ceci dit, pour expliquer à vos auditeurs, par exemple, le delta entre les sommes qu'avait retenues le Conseil constitutionnel sur la base de la Commission nationale des comptes de campagne et celle de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, qui était beaucoup plus conséquente. Merci beaucoup, Carbon de 16, avocat pénaliste, verdict sur Twitter. Big Malion, la justice est-elle complaisante avec les politiques? Vous êtes 77,8% à dire oui.